On va passer au dernier talk de Clémence qui va nous parler de toute la prise en charge en 2025 actualisée du diabète, partant du laser au corticoïde en passant par les anti-VEGF. Je vais essayer de vous résumer rapidement en 10 minutes aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans nos indications pratiques pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique et de la rétinopathie diabétique. Alors, vous savez tous, du coup, ce qu'on sait déjà, c'est que l'œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique, c'est un enjeu majeur de santé publique, puisque c'est les principales causes de baisse de vision. Il faudrait peut-être la diapositive. Vous savez tous que les patients diabétiques, ce sont des patients polyvasculaires et qu'il faut effectivement envisager un rééquilibre glycémique et tensionnel chez vos patients avant d'envisager le traitement de l'œdème maculaire diabétique. C'est fondamental de traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'on sait qu'en fait, on a 30% de résorption spontanée de l'œdème maculaire diabétique à 2 ans dans le protocole V du DSR-NET. Donc voilà, n'hésitez pas à d'abord équilibrer le diabète. C'est très important avant de traiter les patients, de ne pas forcément les traiter de façon précoce. Également aussi, la thérapeutique, elle est surtout envisagée, la surveillance de critères d'excitation, c'est surtout l'OCT spectral domaine qui a toute sa place dans la surveillance de nos patients. Et l'angiographie et la fluorescine qu'on utilise encore dans la rétinopathie diabétique, puisqu'on sait qu'elle permet de classer l'ischémie maculaire, de détecter l'ischémie maculaire et de classer la rétinopathie diabétique. Ça, ce sont des données qu'on a, qui sont déjà connues depuis longtemps. Aussi, on sait que nos patients diabétiques, on les traitait à l'époque en protocole intensif d'anti-VEGF. Plusieurs études qui ont démontré l'importance de la phase d'induction de 3 injections et d'envisager plutôt un traitement externe que le PRN. C'est donc l'étude RESTORE dans l'utilisation du ranibizumab et l'étude Vivid Invista pour l'intérêt de l'aflibercept. Et on a vu aussi également qu'on n'avait pas de différence significative entre ces deux molécules à 2 ans. C'est le DSR-NET du protocole T qui l'a prouvé. Aussi, vous savez qu'on a un tiers de ces œdèmes maculaires diabétiques qui sont réfractaires aux anti-VEGF. On est face à des patients pour lesquels plus de traitement ne marche si c'est bien conduit, c'est-à-dire après 4 injections en phase d'induction. Donc là, il y a un intérêt à réaliser une indication d'angiographie à l'ICG parce qu'on va rechercher des téléangiectasies capillaires dans 66% des cas. C'est des patients pour lesquels on pourra proposer des implants d'Osurdex en traitement de 2e intention. On rappelle, il y a toujours un intérêt d'effectuer le laser maculaire focal chez ces patients. Dans les lasers ciblés des telcaps, on sait que ça peut être intéressant de traiter ces telcaps quand il y a un épaississement maculaire associé, quand on a des exsudats et quand c'est au-delà de 500 microns de la fovea. Donc ça, ce sont des données qui sont utilisées, notamment le laser Navilas qui a un eye tracker et qu'on va utiliser dans le traitement de ces telcaps. Dans les recommandations de TDRS pour la rétinopathie diabétique, je vous rappelle ces recommandations. Vous savez tous qu'il y a certains patients qu'on va traiter dans les non-proliférantes sévères en panfluxation rétinienne. C'est certains cas sélectionnés. Pour ces patients-là, on sait qu'on a quand même un risque d'aggravation de 71% de passer en forme proliférante à 3 ans après la PPR. Donc, c'est des patients qu'il faudra traiter en panfluxation rétinienne. Aujourd'hui, ce qui a changé dans la prise en charge, c'est en fait, comme on l'a parlé David, la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui avec le projet VIRET, c'est l'évaluation intelligente de la rétinopathie diabétique. On arrive à dépister en masse des rétinopathies diabétiques grâce à ces logiciels où on va collecter les données démographiques des patients, enfin les données médicales, l'imagerie multimodale et également toute une batterie d'examens, et ça nous permet d'avoir des mesures qu'on va pouvoir utiliser dans des datas, et ça nous permet de mieux comprendre la physiopathologie de la rétinopathie diabétique. On a plusieurs logiciels qui ont été approuvés par la FDA. Ça, c'est quand même récent. L'imagerie multimodale aussi, aujourd'hui, c'est un outil important dans la prise en charge des œdèmes maculaires diabétiques. L'OCTA, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en évaluant de façon précise la non-perfusion capillaire, qu'elle était corrélée à la gravité de la rétinopathie diabétique. Donc l'OCTA a un intérêt dans le suivi de nos patients et permet de détecter certaines anomalies qui sont mieux visibles qu'en angiographie. Également, l'imagerie ultra grand champ a changé aussi la nouvelle classification de TDRS, puisqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait détecter 30% de zones qui n'étaient pas d'ischémie, qui n'étaient pas vues en angiographie. Donc ça a un intérêt dans notre pratique quotidienne, notamment chez les femmes enceintes. On peut utiliser l'OCTA avec l'acquisition de plusieurs images et éviter l'utilisation de colorants. C'est un intérêt pour maintenant proposer une nouvelle classification un peu plus complexe de la rétinopathie diabétique. Également, les nouveaux biomarqueurs, nos CTSD, qui vont nous servir pour la prise en charge thérapeutique de nos patients. On a 4 marqueurs. Les points hyperréflectifs, le décollement céreux-rétinien, les grands KISS. Ces trois marqueurs sont plutôt associés à des patients qui vont mieux réagir aux stéroïdes qu'aux anti-VEGF. La désorganisation des couches rétiniennes internes sont des patients qui réagissent mal aux anti-VEGF.
le syndrome de traction rétromaculaire, c'est plus sur des œdèmes maculaires, on pourra proposer un traitement chirurgical. Donc ça va permettre de définir des profils de patients qui vont plutôt répondre à tel ou tel traitement, et ça peut être intéressant dans la discussion et dans la prise en charge thérapeutique. Dans le traitement de l'œdème maculaire, on a des nouveautés aussi, puisqu'on s'est rendu compte que les fluctuations rétiniennes, elles étaient délétères pour le patient, pour l'acuité finale. Et on a une étude récente, intéressante, du traitement proactif de l'implant urdex, c'est l'étude PRODEX, où on décide de traiter les patients a priori et pas a posteriori. Et on s'est rendu compte qu'on avait des patients qui n'avaient pas plus d'hypertonie secondaire, à un nombre de visites similaires. On faisait plus d'injections avec un intervalle de traitement qui est raccourci. Donc ce sont des données intéressantes. Également, dans le traitement de la rétinopathie diabétique, on a une extension de l'AMM, du ranibizumab, dans certaines rétinopathies diabétiques non proliférantes sévères, pour lequel un traitement combiné laser et PPR est indiqué, même s'il n'y a pas d'œdème maculaire diabétique. On a 2 études qui ont évalué cet impact. C'est l'étude Panorama et l'étude W du DSCRNet. Ces 2 études, elles ont constaté sur des cohortes de patients, on a évalué 3 sous-groupes de patients, des patients qui étaient traités par ranibizumab et d'autres qui étaient traités que par pamphosphocylation rétinienne. On s'est rendu compte qu'on avait un gain anatomique mais non fonctionnel. En termes d'acuité visuelle finale, on n'a pas de différence, même à 4 ans. Donc c'est à reconsidérer, c'est vraiment au cas par cas. Si vous décidez de traiter vos patients par PPR sans œdème maculaire diabétique, il faut plus privilégier des patients où on sait qu'on aura des perdus de vue. Donc, on a aussi une extension d'AMM. Sur un cas particulier dont je voudrais insister aujourd'hui, c'est le cas de la rétinopathie diabétique floride, parce que c'est des cas qui sont des urgences thérapeutiques où là, on maintenant recommande de faire un traitement combiné anti-VEGF et laser, même à l'absence de prolifération, sur des stades proliférants ou non. Je voulais vous parler du cas de ce patient que j'ai reçu en consultation de 38 ans, diabétique depuis 10 ans de type 1, depuis 25 ans, pardon, depuis 10 ans, avec une hémoglobine à 10%. Là, vous voyez sur l'angiographie et la fluorescine d'un stade de rétinopathie diabétique proliférante majeure, sans œdème maculaire associé, avec une vision qui est conservée à 10 dixièmes. Et c'est un patient donc sans complications rénales associées que j'ai traité par pamphosphocylation rétinienne confluente très rapide sur des 2 yeux de façon bilatérale toutes les semaines, avec des injections intravitréennes itératives bilatérales. Il a été perdu de vue pendant 4 mois, avec une hémoglobine qui est redescendue bien sûr trop rapidement, mais la vision est restée à 10 dixièmes à droite. Et actuellement, il est en suivi un suivi très régulier pour l'œil gauche qui a un risque de décamement de rétine tractionnelle. Ça pour vous montrer l'importance du traitement combiné. Alors maintenant, je vais vous parler le vif du sujet, c'est les nouvelles molécules aujourd'hui, les nouveaux régimes de traitement, parce qu'on sait que les patients diabétiques se sont moins observants par rapport aux patients DMLA. Donc il faut absolument essayer d'alléger le fardeau thérapeutique. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir le faricimab dans l'œdème maculaire diabétique. On en parlera dans le symposium prochainement avec le docteur David Sayag. Juste pour vous dire que le faricimab aujourd'hui, il a l'AMM depuis janvier 2022 aux États-Unis. Et c'est l'étude de phase 3, Yosemite Enral, voici cette étude donc, qui a comparé, on a comparé l'aflibercept 2 mg au faricimab en Q8. Et on a évalué en fait chez ces patients l'intérêt d'une phase d'induction. Et on a évalué à la semaine 16 et 20 comment réagissaient les patients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une amélioration de l'acuité visuelle et un assèchement de la rétine qui est comparable entre les 2 molécules. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des patients qu'on arrive à espacer. 62% des patients, on arrive à leur proposer un traitement jusqu'à 16 semaines d'intervalle. Donc, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Et en termes de tolérance, on n'a pas vraiment de nouveau signal de problème de tolérance. On y viendra dans le symposium, on détaillera un petit peu plus tout ça. Les limites de ce traitement, alors vous savez que les nouvelles molécules, le Brolu, à l'époque, avait mis le feu aux poudres, puisqu'on a vu beaucoup d'inflammation, des vascularites rétiniennes, on avait une perte d'acuité visuelle chez 36% de nos patients. Et là, avec le faricimab, finalement, la tolérance, on peut quand même dire qu'elle est bonne, puisque le taux d'inflammation est de que 0,2% par IVT en vraie vie. Et aujourd'hui, on a un recul sur les études de vraie vie, puisqu'on a maintenant injecté plus de 1,5 million de doses de faricimab. Et finalement, on n'a rapporté que 26 cas de vascularite. Nous, dans notre pratique, je peux vous dire dans votre pratique quotidienne, c'est les patients que vous injectez en faricimab dans un œdème maculaire diabétique, prévenez-les des symptômes d'urgence, de les prévenir de nous consulter en cas de myopsie ou baisse d'acuité visuelle. On s'est rendu compte que c'était plus des inflammations mineures qui survenaient plutôt après 3 ou 4 IVT et qui étaient régressives en quelques semaines. Mais on a quand même des rares cas décrits de vascularite artérielle ou veineuse. J'en ai une récemment d'une vascularite artérielle sur un patient diabétique. Donc voilà, il faut rester quand même prudent sur ces nouvelles molécules. Et on a aussi 22% de ces œdèmes maculaires diabétiques qui vont être réfractaires, comme l'ancienne génération des anti-VEGF, où il va falloir leur proposer un traitement de deuxième intention. La deuxième molécule aujourd'hui, c'est l'aflibercept 8 mg dans l'OMD. Bon, vous savez tous, vous connaissez tous l'étude Photon. C'est une étude
donc multicentrique, qui a permis d'évaluer donc l'efficacité de la flibarcé à 8 mg versus la dose plus faible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit chez ces patients, voilà le design de l'étude. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les patients, il n'y a pas de différence significative en termes d'acuité visuelle chez nos patients. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la diapositive du bas, vous voyez qu'il faut moins d'injections à 2 ans pour assécher la rétine, 7,8 injections avec le faricimab 8 mg versus 13,8 avec le... Donc c'est intéressant de voir l'efficacité et la durabilité dans le temps. Et on a aussi également un assèchement de la rétine qui est similaire. Le profil de tolérance, c'est bon. Pas plus d'hypertonie, parce qu'on injecte quand même un petit peu plus sur ces patients, mais c'est sur des seringues pré-remplies. Donc j'en viens au troisième traitement, très rapidement, l'implant iluvien, qui est un traitement de deuxième, voire de troisième intention. C'est un implant de petite taille, donc c'est laboratoire aux Russes. Et c'est un traitement fond de l'œdème maculaire diabétique. C'est plus des patients qui ont déjà été traités par un plan d'Ozurdex, qui sont récidivants, puisqu'on n'arrive pas à espacer de là de 3 mois à ces patients. Et ce sera plus efficace sur des œdèmes maculaires récents, avec une bonne acuité visuelle initiale, et après un test au corticoïde. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à dépister 85% des hypertonies grâce au test au corticoïde. Et le protocole, c'est qu'on l'injecte en général 1 mois après le traitement par Ozurdex. L'efficacité est similaire à 36 ans. Et on peut proposer une deuxième injection à 24 mois. Enfin, une étude britannique à 6 ans, puisqu'ils ont eu l'AMM beaucoup plus tôt que nous, ils ont montré quand même une stabilisation de l'acuité visuelle au-delà de plus de 68% des yeux. C'est un plan diluvien. Quel est l'inconvénient, les limites de ce traitement ? C'est qu'il faut respecter cependant les contre-indications, notamment les glaucomes non contrôlés, tout ce qui sont en trithérapie. En glaucome bithérapie, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un glaucomatologue pour poser les indications. Et surtout, respecter le protocole de traitement, faire un test aux intolérances aux corticoïdes chez ces patients, puisqu'on sait que l'hypertonie peut arriver. Et c'est important de les suivre de façon régulière tous les 3 mois. Les patients ne pouvaient pas suivre, mieux éviter l'illuvien, puisqu'on sait qu'on a un pic qui apparaît entre le 6e et le 9e mois d'hypertonie. Et cette hypertonie cortico-induite, elle concerne quand même 25% de nos patients, bien elle ne nécessite que dans 1 à 2% des cas de chirurgie filtrante. On a aujourd'hui la possibilité de proposer le laser SLT chez ces patients et il faudra penser vraiment à réaliser un bilan anatomo-fonctionnel régulier tous les ans. Donc c'est un problème qu'on arrive à résoudre. Et enfin, les nouveaux traitements à venir. Vous parlez principalement du laboratoire Roche qui a aujourd'hui proposé un dispositif de réservoir de ranibizumab. Aujourd'hui, on est en phase 3 qui permet d'espacer un intervalle à 36 semaines. Donc, ce que je peux vous dire finalement, pour retenir aujourd'hui dans ma pratique quotidienne dans les œdèmes maculaires diabétiques et la rétinopathie, ce que je vous conseille, je pense, de retenir, c'est de penser vraiment c'est indispensable, obligatoire, équilibrer la tension artérielle, faire des doltères tensionnels, rechercher le standard absolu du sommeil et avant de poursuivre les traitements ou de switcher, essayer de voir pourquoi l'œdème maculaire diabétique est résistant et également essayer de personnaliser votre prise en charge en tenant compte de l'âge du patient, de la vision de l'œil contralatéral. Si le patient risque d'être perdu de vue, il faudra plutôt privilégier des anti-VEGF de nouvelle génération. Et la présence d'une rétinopathie associée aussi, ça va changer notre prise en charge. Et aussi le profil OCT qui va nous faire évoquer une efficacité plus importante de corticoïdes ou des anti-VEGF. Et surtout, n'oubliez pas l'importance du laser dans le suivi. Et donc, comme je vous l'ai dit, je privilégierai moi plutôt les nouveaux anti-VEGF en première intention, avec une phase d'induction de 3. Maintenant, on est passé sur des phases d'induction à 3 plutôt que 4 injections, sur dernière recommandation, et de passer d'emblée en traitement extint à 8 semaines. Ça permet d'alléger le fardeau thérapeutique chez ces patients. Et enfin, n'oubliez pas de rechercher la rubéosirienne quand vous les traitez par un plan d'Ozurdex ou de corticoïdes ou d'illuvien. Et continuez à surveiller en imagerie grand champ la rétinopathie diabétique périphérique. Enfin, ne pas oublier qu'il faut expliquer et rassurer aux patients pour qu'ils adhèrent au traitement parce qu'on est quand même face à des patients polyvasculaires. On n'a pas forcément dans la pratique les résultats qu'on a sur les études pivotales quand on voit le suivi qui peut être compliqué chez ces patients. Un dernier mot sur l'arbre décisionnel. Le statut du cristallin, c'est important de vérifier cataracte ou pas. On va orienter plus vers l'implant d'Ozurdex. Et aussi la comorbidité associée d'histoire de glaucome. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a une mauvaise observance, on va plutôt avoir tendance à privilégier les nouveaux anti-VEGF en gardant quand même à l'œil les problèmes d'intolérance. Il faut quand même rester vigilant sur la surveillance de ces patients. Voilà, je vous remercie. Bravo Clémence pour ce sujet que tu maîtrises, qui était assez vaste et qui était un enjeu important. Avant le symposium, on va poser quelques petites questions sur le diabète. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions sur la prise en charge du diabète ? Sacha ?
Moi, pour abonder dans ton sens et sur l'équilibre du diabète, c'est vrai qu'on vit, parce que c'est au quotidien, une révolution avec les nouveaux traitements antidiabétiques et notamment les anti-GLP-1 qui sont contestés notamment sur la surveillance ophtalmologique, parce qu'il y a une surveillance accrue actuellement ophtalmologique sur ces traitements. Mais clairement, avec ces nouveaux traitements, on a vu une nette diminution de la prise en charge par IVT des OMD, et on est hyper content en fait, parce que c'est des patients qui étaient très difficiles à prendre en charge. Il y a eu notamment une étude qui a montré le nombre de perdus de vue et le nombre de patients, contrairement à la DMLA, qui finissaient leur traitement. Et les anti-GLP1 ont vraiment révolutionné et peuvent être une vraie alternative Oui, aux actuellement aux sûr. anti-VEGF. Bien sûr, il faut le rappeler. Moi, j'ai des diabétiques de type 2 sous insuline qui ont arrêté l'insuline sous anti-GLP1 et qui ont un diabète équilibré pérenne au long cours avec un traitement moins lourd. Et eux aussi, comme nous, ils ont un fardeau qui s'est allégé considérablement en parallèle à ce qu'on fait nous en ophtalmologie. Donc c'est vrai que tu as raison de remarquer que ces injections qu'ils font là a changé complètement leur prise en charge et leur fardeau thérapeutique, même pour les yeux. Et moi qui vis à Marseille, j'ai remarqué que la taille des maillots avait diminué aussi avec les anti-GLP1 à la plage. Oui, vous avez des ruptures de stock de Zempic plus importantes qu'à Paris. Oui. Et quelle île On a compris. J'ai une question pour toi et qui rebondit à ce qu'a dit Sacha. Est-ce que, alors question qui tue, lundi matin tu vois un patient qui est diabétique, œdème bilatéral, est-ce que tu as totalement abandonné les anti-VEGF de première génération ou tu vas commencer encore par eux? Question, est-ce que tu vas encore faire du Lucentis, de la Bliverstep 2 mg pour ces patients lundi ou mardi prochain? Ou tu vas faire Fari, Afli 8 mg systématiquement? C'est ce que je disais en fait, c'est vrai que les profils de patients aux anti-VEGF de nouvelle génération, c'est plus ceux où on pense qu'ils vont être perdus de vue. Et par rapport à la tolérance, c'est vrai qu'un patient monophtalme, on aura peut-être tendance à lui proposer un ancienne génération, voilà. Mais moi, j'aurais tendance à proposer d'emblée une nouvelle génération, d'emblée. Je pense qu'il n'y a pas de consensus, franchement, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de consensus, mais on a envie de tester les nouvelles molécules aussi, voilà. Oui, les tester, mais pour les patients, on se pose la question de savoir s'ils ne sont pas aussi efficaces que les précédents, voire plus efficaces, mais avoir des molécules depuis 15 ans, on les utilise fréquemment, elles sont sécures, safe, et on les connaît. Donc je pense qu'il y a encore de la place pour qu'on commence par les molécules standards de première génération avant de switcher. Je ne sais pas si on va tous commencer les deuxième génération systématiquement, mais ça se discute. Ça se discute, oui. C'est un débat qu'on pourra poursuivre. On va continuer. On va enchaîner. On a un symposium justement qui va dans ce sens.